Il se tenait là, immobile, face au reflet déformé que lui renvoyait la vitre. Un reflet fatigué, usé par le tumulte incessant des jours. Il sentait le poids de chaque décision, chaque compromis, chaque parole retenue. Ce sentiment diffus, insidieux, qui rongeait son assurance et laissait place à un doute constant. Ce doute qui, comme une ombre persistante, le suivait partout. N'est-ce pas là, au fond, l'écho de notre propre condition? Cette lutte perpétuelle entre ce que l'on aspire à être et ce que l'on est contraint de devenir? Il avait le sentiment d'être un acteur sur une scène dont il ignorait le script, un rôle imposé, dicté par des forces invisibles, des attentes tacites. Il observait les autres, ses collègues, ses amis, ses connaissances, tous semblant maîtriser leur partition avec une aisance déconcertante. Lui, il trébuchait, hésitait, se perdait dans les méandres d'une existence qu'il ne comprenait plus. Le sourire forcé, la poignée de main assurée, les mots convenus, tout cela sonnait faux, creux, comme un décor de carton-pâte. Il avait l'impression que les statues le regardaient. Pas les statues de marbre figées dans les musées, non, mais celles, invisibles, qui peuplent nos vies. Ces figures tutélaires, ces idéaux que l'on se forge, ces modèles que l'on admire, et qui, dans le silence de nos consciences, nous jugent sans cesse. Sénèque, peut-être, ou Marc Aurèle, figures stoïques dont les maximes résonnaient comme un reproche silencieux. « Maîtrise tes passions », murmurait-il. « Accepte ce que tu ne peux changer. Vis en accord avec la nature. » Des préceptes, nobles, certes, mais terriblement difficiles à mettre en œuvre dans le chaos de l'existence moderne. Il se sentait pris au piège d'une spirale infernale. Plus il s'efforçait de contrôler son environnement, plus il se sentait dépassé. Plus il cherchait à obtenir l'approbation des autres, plus il perdait son propre chemin. Plus il s'accrochait à ses certitudes, plus il se sentait vulnérable. Cette quête incessante de validation, cette soif inextinguible de reconnaissance, était-elle vraiment la clé du bonheur? Ou n'était-elle, au contraire, que des illusions, des mirages qui nous éloignent de notre véritable essence? Il se demandait souvent si d'autres ressentaient la même chose. Cette impression d'être un imposteur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter sa place. Cette peur constante d'être démasqué, de voir son masque tomber et révéler sa véritable nature, imparfaite, vulnérable, humaine. Il observait les réseaux sociaux, ces vitrines brillantes où chacun exhibait sa vie idéale, ses succès, éclatants, son bonheur parfait. Mais derrière ces images léchées, ces sourires impeccables, que se cachait-il? Des doutes, des peurs, des angoisses, des frustrations, les mêmes sans doute qui le rongeaient de l'intérieur. Il avait l'impression de naviguer à vue, sans boussole ni carte, dans un océan d'incertitude. Les tempêtes se succédaient, les vagues déferlaient, menaçant de l'engloutir à chaque instant. Il se battait, bien sûr, il résistait, il luttait, mais à quel prix? Quelle énergie gaspillée, quelle souffrance inutile! N'y avait-il pas une autre voie, une autre manière de faire face à l'adversité? Une voie plus sereine, plus apaisée, plus en accord avec sa propre nature? Il sentait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait plus continuer ainsi, à se battre contre des moulins à vent, à s'épuiser dans des luttes stériles, à se perdre dans des illusions décevantes. Il avait besoin de trouver un sens, une direction, un but. Il avait besoin de se reconnecter à lui-même, à ses valeurs, à ses aspirations profondes. Il avait besoin de se libérer du regard des autres, des attentes sociales, des injonctions morales. Il avait besoin de se réapproprier sa propre vie, de devenir le maître de son propre destin. Mais comment? Par où commencer? La réponse, il le sentait, se trouvait au fond de lui, enfouie sous les couches de doute, de peur, de conditionnement. Il lui fallait creuser, explorer, oser, pour la faire jaillir au grand jour. Cependant, il pressentait qu'une simple introspection ne suffirait pas. La méditation solitaire, l'analyse introspective, aussi utile soit-elle, risquait de le confiner dans un cercle vicieux, un soliloque infini où les mêmes questions revenaient sans cesse, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Il lui fallait agir, se confronter au monde,
mettre à l'épreuve ses convictions, éprouver sa résilience. Dès lors, il envisagea une nouvelle approche, le détachement pragmatique. Non pas une fuite éthérée loin des contingences matérielles, mais une acceptation lucide de leur inévitabilité. Comprendre que l'ascenseur qui tombe en panne juste avant une réunion cruciale, le client qui annule un contrat au dernier moment ou la remarque acerbe d'un collègue jaloux ne sont pas des attaques personnelles, mais simplement des manifestations, du hasard, des aléas de l'existence. Autrement dit, il fallait changer son rapport à l'adversité, non pas en la niant ou en la combattant frontalement, mais en la considérant comme une opportunité de croissance, un défi à relever avec calme et détermination. En outre, il réalisa que l'attachement excessif au résultat était une source constante de frustration. Vouloir absolument contrôler l'issue de chaque situation, exiger la perfection dans chaque action, était non seulement irréaliste, mais également contre-productif. Au lieu de se focaliser sur le but à atteindre, il décida de se concentrer sur le processus, sur l'effort fourni, sur la qualité de son engagement. De cette manière, même en cas d'échec, il pouvait conserver un sentiment de satisfaction, la certitude d'avoir donné le meilleur de lui-même. Considérez, par exemple, comment cette philosophie peut transformer votre approche face à un projet complexe. Au lieu de vous laisser paralyser par l'ampleur de la tâche, divisez-la en étapes plus petites, plus gérables, et savourez chaque petite victoire, chaque progrès accompli. De surcroît, il comprit que le véritable pouvoir résidait dans sa capacité à choisir sa réaction face aux événements. On ne peut pas empêcher le vent de souffler, mais on peut apprendre à ajuster les voiles de son navire. On ne peut pas contrôler les paroles blessantes d'autrui, mais on peut choisir de ne pas les laisser nous atteindre. Cette liberté de réaction, cette capacité à choisir son attitude face à l'adversité, était, au fond, la clé de la sérénité. Pensez à la manière dont vous réagissez face à une critique injuste. Au lieu de vous laisser envahir par la colère ou le ressentiment, prenez du recul, analysez la situation avec objectivité et répondez avec calme et fermeté. Par ailleurs, il s'avéra crucial de cultiver la gratitude. Non pas une gratitude superficielle, de façade, mais une reconnaissance profonde et sincère pour les petites joies de la vie, pour les moments de bonheur simple, pour les relations humaines authentiques. Appréciez la beauté d'un coucher de soleil, le parfum d'une fleur, le sourire d'un enfant, le soutien d'un ami, autant de petites choses qui, mises bout à bout, peuvent illuminer notre existence et nous donner la force de surmonter les épreuves. Imaginez, maintenant, l'impact que cette attitude peut avoir sur votre quotidien. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, et vous découvrirez un sentiment de plénitude insoupçonné. Ilb se tenait désormais au seuil d'une compréhension nouvelle, une clarté naissante éclairant les zones d'ombre qui avaient longtemps obscurci son chemin. Non pas une illumination soudaine, mais plutôt une lente éclosion, un processus graduel de prise de conscience. Il commençait à percevoir, au-delà des apparences trompeuses et des injonctions contradictoires, une cohérence sous-jacente, un fil conducteur invisible reliant les différents aspects de son existence. En considérant le chemin parcouru, il apparaissait que la quête de maîtrise, si légitime soit-elle, avait paradoxalement engendré une forme d'esclavage. S'acharner à contrôler l'incontrôlable, à anticiper l'imprévisible, à maîtriser le hasard, avait fini par l'épuiser, le frustrer, l'éloigner de lui-même. Or, la véritable force ne résidait peut-être pas dans cette vaine tentative de dominer le monde extérieur, mais plutôt dans la capacité à s'adapter à ses fluctuations, à accepter ses imperfections, à naviguer avec souplesse dans ses méandres. C'était un peu comme tenter de retenir le sable entre ses doigts. Plus on serre fort, plus il s'échappe. De même, plus on s'accroche à ses certitudes, plus on risque de se briser face aux réalités changeantes. La sagesse, en revanche, consistait peut-être à apprendre à ouvrir la main, à laisser le sable couler, à observer le flux et le reflux des événements avec détachement et sérénité. Réfléchissant à ce périple jusqu'à présent, il devenait évident que l'équilibre se trouvait non pas dans la négation des émotions, mais dans leur acceptation et leur compréhension. Les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables,
sont des signaux, des messagers qui nous renseignent sur notre état intérieur, sur nos besoins, sur nos aspirations. Les ignorer, les réprimer, les nier, c'est se couper d'une source d'informations précieuses, c'est s'empêcher de grandir et d'évoluer. Ainsi, au lieu de lutter contre la peur, la colère, la tristesse, il s'agissait plutôt de les accueillir, avec bienveillance, de les observer sans jugement, de les laisser nous traverser sans nous laisser submerger. Un peu comme un funambule qui, au lieu de craindre le vide, apprend à l'apprivoiser, à l'utiliser comme point d'appui pour maintenir son équilibre. De même, en acceptant nos émotions, nous apprenons à les transformer en force, en levier pour agir avec discernement et compassion. Et, alors qu'il approchait du point culminant de cette introspection, une question cruciale se posait. Comment traduire ces prises de conscience en actions concrètes, en habitudes durables, en un mode de vie authentique et épanouissant? Comment passer de la théorie à la pratique, des idées aux actes, des intentions aux résultats? La réponse, il le pressentait, se trouvait dans la simplicité, dans l'humilité, dans la constance. Il ne s'agissait pas de révolutionner sa vie du jour au lendemain, de se transformer en un stoïcien parfait en un claquement de doigts. Il s'agissait plutôt de cultiver de petites habitudes, de poser de petits gestes, de faire de petits pas dans la bonne direction, jour après jour, avec patience et persévérance. Un peu comme un jardinier qui, au lieu de vouloir faire pousser des arbres en un instant, sème des graines, arrose la terre, enlève les mauvaises herbes et attend patiemment que la nature fasse son œuvre. De même, en cultivant de petites vertus, en semant de petites graines de sagesse, nous laissons la nature faire son œuvre en nous et nous récoltons les fruits de notre propre transformation. Le moment de la récolte approchait. Alors, il comprenait, enfin. Ce n'était pas une question de conquête, de domination, de contrôle. C'était plutôt une danse, un dialogue subtil avec le flux incessant de l'existence, une acceptation profonde que le chaos, l'incertitude, l'imperfection ne sont pas des ennemis à combattre, mais des partenaires à embrasser. Des forces qui, paradoxalement, nous façonnent, nous transforment, nous révèlent à nous-mêmes. Il réalisait que les statues, ces figures silencieuses qu'il avait si longtemps intimidées, n'étaient pas là pour le juger, mais pour le guider, pour lui rappeler que la véritable grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relever après chaque chute, à apprendre de chaque erreur, à grandir à travers chaque épreuve. Sénèque, Marc Aurèle et tous les autres n'étaient pas des modèles inatteignables, mais des compagnons de route, des exemples inspirants qui nous montrent qu'il est possible de vivre une vie pleine de sens, malgré les difficultés, malgré les contradictions, malgré les limites. Il comprenait que la sérénité n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un chemin sinueux, escarpé, parfois même douloureux, mais un chemin qui, pas après pas, nous rapproche de notre véritable essence. Un chemin qui nous invite à lâcher prise, à faire confiance, à nous abandonner au mystère de l'existence. Un chemin qui nous enseigne que la véritable liberté ne se trouve pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre propre monde intérieur. Il se sentait désormais plus léger, plus libre, plus en paix. Non pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait appris à poser les bonnes questions. Non pas parce qu'il avait surmonté toutes les épreuves, mais parce qu'il avait appris à les transformer en opportunités. Non pas parce qu'il avait atteint la perfection, mais parce qu'il avait accepté son imperfection. Il savait que le chemin était encore long, qu'il y aurait encore des tempêtes, des doutes, des peurs. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul, qu'il avait en lui les ressources nécessaires pour faire face à l'adversité, pour surmonter les obstacles, pour vivre une vie pleine de sens et de joie. Il avait en lui la force de Sénèque, la sagesse de Marc Aurèle, et surtout, la confiance en sa propre capacité à devenir la meilleure version de lui-même. La véritable pratique commence maintenant. Non pas dans les livres, non pas dans les discours, non pas dans les idées, mais dans l'action, dans le quotidien, dans les petits gestes, dans les choix simples, dans la manière dont nous réagissons face à la critique, dont nous gérons nos émotions, dont nous traitons les autres, dont nous vivons chaque instant. C'est là, dans cette humble et constante application des principes stoïciens, que se révèle la véritable transformation.
Et c'est là, dans cette acceptation sereine de notre propre humanité, que se trouve la clé d'une vie plus riche, plus profonde, plus authentique. Un chemin qui, au fond, nous ramène à nous-mêmes, à notre vérité, à notre propre lumière.